Bonjour et bienvenue sur l'espace YouTube dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, un paradis pour nos descendants. Alors, évidemment, on pourrait penser l'inverse quand on regarde le monde tel qu'il est, la destruction que nous faisons depuis des siècles, sans doute depuis que nous sommes entrés dans le progrès technique et technologique. Il y a le pendant de cette évolution technique, c'est la destruction de tout un pan de notre planète. Mais c'est qu'un moment de l'évolution. Quand je parle de perfection, c'est dans 3, 4, 5, 6 siècles, peut-être 10 siècles, peu importe, l'humanité a le temps dans son évolution. Donc là, nous voyons que nous sommes en train de rectifier le tir, de prendre conscience, nous passons à un moment, nous avons franchi un palier de notre évolution, une prise de conscience de notre comportement, de ce que c'est que l'écologie, donc d'aller vers la fin de l'énergie fossile, la fin de etc. etc. Et nul doute que dans 100, 200 ans, on saura tirer parti totalement de l'énergie solaire, du vent, etc. etc. Voilà. Et donc, c'est qu'une question de temps. Nous avons fait déjà le plus grand chemin dans l'évolution entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, bon, entre le moment où nous avons commencé le progrès technique, technologique en fait, voilà, tailler les silex, etc., il y a peut-être 300 000 ans, on voit tout le progrès qui a été accompli pour arriver jusqu'à le moment, maintenant, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous pouvons envisager de fonctionner universellement. Il faudra évidemment dépasser les nationalismes pour passer sur un autre degré, c'est-à-dire arriver à un état de fraternité absolue, et on ira. C'est une obligation de notre évolution. On ne peut pas s'empêcher d'améliorer l'humanité sur ce plan-là, de lutter contre, même si voilà, on peut repartir dans la guerre, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui. Bon, les guerres ne se sont pas arrêtées hein, dans les 50 ou 60 dernières années, mais sur le continent européen, elles étaient à peu près stabilisées par rapport à ce qui se passait il y a 2 siècles ou il y a 3 siècles en arrière. Donc on pensait qu'on pouvait être sorti, mais on voit bien que l'état d'esprit des faucons, de ceux qui engendrent les guerres, est encore au pouvoir. Mais pas pour longtemps. C'est quelque chose qui est destiné à être dépassé. Voilà. Et alors, pour démontrer cette théorie, je prends appui sur des ouvrages de temps en temps, alors que je lis, je découvre et je commente. Là, en ce moment, je suis sur cet ouvrage d'Henri Lichtenberger, des fragments choisis de l'œuvre de Friedrich Nietzsche. Voilà. Et donc, je lis et éventuellement, je commente. Alors là, j'ai commencé sur choses humaines par trop humaines. C'est comme ça qu'il a traduit Lichtenberger. Et en fait, c'est humain trop humain. C'est l'ouvrage publié par Nietzsche. Alors, on était dans le premier chapitre, irresponsabilité et innocence. La complète irresponsabilité de l'homme pour Nietzsche est avérée. Et il a raison, c'est les vidéos que j'ai fait juste avant. Donc je vous renvoie à cela. Et donc,
je vais partir ici. Euh, mais cet étalon change sans cesse. Bien des actions sont dénommées mauvaises qui ne sont que sottes. Et cela parce que l'intelligence qui s'est décidée à les commettre était de qualité très inférieure. Mais même de qualité supérieure, ben, par exemple cette guerre, elle a été faite par des intelligences soi-disant supérieure. Elle a été initiée, et des deux côtés. Du côté des Russes, donc du pouvoir russe qui se disait intelligent en pensant que ben, une intervention allait pouvoir se faire comme ça et qu'il n'y aurait pas de répercussions, etc. Comme le cas avait déjà été produit avec la Crimée. Et en fait, donc, on voit bien que c'est idiot. C'est totalement idiot. C'était pas, avec le recul, c'était absolument pas ce qu'il fallait faire. C'était pas c'était pas la bonne solution. Il y avait d'autres solutions qui n'engageaient pas la vie des êtres humains et puis surtout pas la mise au banc. Voilà, même si elle est totalement injuste, même si tout un tas de choses sont injustes et même si la responsabilité est totalement partagée avec l'OTAN qui voulait neutraliser, bloquer la Russie sur ses frontières, l'empêcher de respirer en somme. Voilà, et donc ces provocations, elles ont été faites par des esprits américains, otaniens, qui se croyaient intelligents, qui se disaient intelligents, euh, qui se croyaient de qualité supérieure et qui en réalité, elles aussi étaient de qualité inférieure. Parce que c'était absurde, c'était s'ils avaient eu un peu de jugeote, ces otaniens, ces Américains, ils auraient compris que le monde était en train de changer et que on allait passer sur le partage du leadership. La Chine était en émergence, etc., etc., et que l'idéal, c'était de partager le pouvoir avant qu'on nous y force. L'Occident aurait dû penser comme ça. C'est ce que j'écrivais il y a 20 ans déjà, en disant faites le premier pas, soyez les initiateurs de ce partage du pouvoir avant qu'on vous y force. Donc, c'était comme un cadeau qu'on aurait fait et on aurait recueilli de la bienveillance en disant ben voilà, maintenant c'est fini, le gendarme du monde, on l'a joué pendant 20 ans, pendant voilà 30 ans, et on voit que c'est pas viable. Donc on va vraiment aller vers un partage du leadership et, euh, et avec l'ensemble des grandes forces, le monde musulman, arabo-musulman, le monde chinois, le monde russe, le monde etc., africain, le monde occidental. Voilà, c'était comme ça que devait se faire. Et en fait, on voit que alors, je ne sais pas quelle était la pensée de Nietzsche sur ce qu'il qualifiait de très inférieur, mais en réalité, très inférieur, c'est aussi les dominants et aussi euh, ce que Nietzsche encensait, bien entendu. Bien plus, en un certain sens, toutes les actions accomplies aujourd'hui sont sottes, car le plus haut degré d'intelligence humaine qui puisse être atteint actuellement sera sûrement dépassé un jour. Voilà. Et là, cette phrase, elle est extraordinaire parce que elle démontre que intuitivement, Nietzsche comprend qu'il y a une évolution de l'humanité et que l'esprit humain, qu'il y a l'extension de l'esprit humain, le développement de l'esprit humain vers un esprit supérieur, donc un esprit qui comprendra, qui pourra juger l'époque où vivait Nietzsche en disant c'était encore des primaires. Et on peut dire exactement la même chose du siècle que nous vivons. On peut le dire par rapport à l'époque où Nietzsche vivait. Si on compare par exemple en 1870 à l'époque où Nietzsche écrivait Fragments humains comme trop humains, euh, on peut voir que le, le monde
à ce moment-là, était abusant, mais d'une façon qu'on n'ose même plus y penser. Comment les patronats abusaient de leurs ouvriers, faisaient travailler des enfants à 6 ans, payaient les femmes moitié prix pour le même travail, donnaient des conditions de vie lamentables et cruelles à leurs ouvriers, etc., etc., les maintenaient juste dans un salaire de survie. Donc c'était un esclavage encore pire que l'esclavage classique. Donc aujourd'hui, on peut, évidemment, c'est dépassé cette façon de penser. Donc, le plus haut degré d'intelligence humaine qui puisse être atteint actuellement sera sûrement dépassé un jour, et alors, considéré de ce point de vue, tous nos actes, tous nos jugements apparaîtront aussi bornés, aussi irréfléchis que les actes et les jugements des peuplades sauvages et arriérés nous apparaissent à nous comme bornés et irréfléchis. Et maintenant, on peut dire que notre pensée a changé parce que la, la, les, les, les actes et les jugements des peuplades dites sauvages et bornées, dites sauvages et arriérées, ne le sont pas en réalité. Elles avaient une sagesse, elles avaient... Voilà, après c'est autre chose. Bien sûr, il y avait des choses qui devaient évoluer, les relations entre hommes et femmes, les relations, voilà, la médecine, quoi que ce soit. Mais on se rend compte à quel point, malgré tout, il y avait de la sagesse et tout un tas de choses. Donc on ne peut plus parler comme ça maintenant. Il peut être profondément douloureux de se rendre compte de tout cela, mais il est du moins pour nous une consolation. Ces douleurs sont les souffrances de l'enfantement. Alors, c'est là où, donc dans la partie précédente, Nietzsche comprend que le monde est en évolution, qu'on est dans une téléologie, une évolution progressive, un progrès vers quelque chose. Et c'est curieux parce que en même temps, il lutte contre ce progrès, contre la direction spirituelle que prend ce progrès. Euh, il voudrait un autre progrès, aller vers un autre sens. Sauf que on, l'humanité, c'est un grand fleuve qui évolue. On ne peut pas se mettre devant et dire bon, je t'arrête, je veux que tu passes par là. On est submergé. Le fleuve, il s'intéresse pas à la pensée d'un individu, même si il utilise la pensée de Socrate, elle traverse 2000 ans. Là, ça fait 2000 ans qu'elle fait un travail considérable dans l'évolution. Voilà. Bon, bref. Le papillon veut briser sa chrysalide, écrit-il. Il la tiraille, il la déchire, et soudain, le voilà aveuglé, troublé à la vue de la lumière inconnue, du royaume de la liberté. Voilà, donc il voit qu'on va vers cette liberté, évidemment. Mais s'il avait la possibilité, ce n'était pas possible pour lui, de se projeter 3, 4, 5 siècles devant lui, mesurer les progrès qui ont été réalisés pendant sa période de vie et les prolonger, il aurait pu comprendre que l'humanité évolue vers cette ultime perfection dont je parle. Sur les hommes capables de ressentir cette tristesse, et ils sont bien peu, se fait la première expérience destinée à vérifier si l'humanité peut passer de la moralité à la sagesse. Bien sûr que c'est exactement ça. On passe de la moralité à la sagesse. Il y aura plus quand la moralité, en somme, l'éthique, la morale, mais la morale universelle sera entièrement intégrée par les êtres humains, c'est la sagesse qui apparaît derrière. Il n'y a plus besoin d'éducation morale si on est constitué de façon à nous comporter de façon ultra fraternelle, sans violence, sans s'affirmer aux dépens d'autrui, etc., avec les autres. Le soleil d'un nouvel évangile jette ses premiers rayons sur les hautes cimes de l'âme chez ces hommes d'exception. En même temps, les brouillards se condensent en masses plus épaisses, à côté de la lumière la plus éclatante. C'est le crépuscule le plus sombre.
Tout est nécessité, ainsi parle la nouvelle sagesse. Et cette sagesse elle-même est nécessité. Bien sûr, il n'y a pas de hasard, tout est nécessaire. Tout ce qui se fait ne peut pas ne pas se faire. Le bien comme le mal, c'est exactement comme ça que l'humanité évolue. Elle évolue avec sa totalité. Et on s'en rend de plus en plus compte. Plus on avance dans l'âge pour un individu, on se rend compte que on ne peut pas, on est la somme de tout ce qui nous est arrivé. On serait complètement autre chose si on avait vécu autre chose. Et donc pour être ce que nous sommes, eh bien il fallait vivre tout ce que nous avons vécu. Le bien comme le mal, la souffrance comme etc. etc. Tout est innocence. Et la sagesse est la voie qui nous conduit à prendre conscience de cette innocence. Bien sûr, nous sommes des enfants, nous sommes qui jouons à l'adulte. Quand on voit ces dirigeants au G7, au G20, ailleurs, etc., qui se prennent vraiment au sérieux, mais bon, il faut jouer ce jeu, évidemment, mais ils n'ont pas conscience qu'ils sont juste les jouets de cette humanité. Ils sont rien de plus que les autres. Leur narcissisme, la vision grandiose d'eux-mêmes est totalement exagérée. Ils ne sont pas plus importants que ceux qui balayent la pièce une fois qu'ils l'ont utilisée. Pas plus, pas un centime supplémentaire, pas un neurone de plus. Ils sont pareil que les autres pour le grand chemin de l'humanité. Nous travaillons tous qu'à une seule œuvre, c'est amener cette humanité à son ultime perfection. On ne fait que ça de toute notre existence. Si le plaisir, l'égoïsme, la vanité sont nécessaires à la production des phénomènes moraux et de leur fleur la plus sublime, le sentiment de la vérité et de la justice, de la connaissance, si l'erreur et les égarements de l'imagination étaient les seuls moyens par lesquels l'humanité put s'élever peu à peu jusqu'à ce degré de clarté et d'affranchissement, donc il avait une conscience de cette évolution, qui aurait le droit de mépriser ses moyens? Qui aurait le droit de mépriser ses moyens? Mais on ne peut pas, justement, il a tout à fait raison, on ne peut pas mépriser tout ce que nous faisons. Évidemment, là, par exemple, la technique depuis 40 ans, ou même depuis un peu avant, mais elle détruit tout un tas de choses. Elle détruit la planète, elle détruit la forêt, voilà les valeurs qui sont enseignées par le néolibéralisme, devenir riche très vite, hein, et puis après vous le déluge, c'est exactement cette vision, c'est une vision nihiliste absolue, et en plus ces nihilistes pointent du doigt l'islam en disant voilà les nihilistes. Et c'est eux les nihilistes, c'est ce monde qui ne veut pas, c'est ce monde consumériste et ce monde vénal qui pense que tout est là, quoi, que devenir riche avec même si on est à côté de la morale, de l'éthique et de toutes les valeurs humaines, c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment aberrant, quoi. Voilà. Voilà pour cette vidéo. On va arrêter là. Alors, qui pourrait s'attrister dès l'instant où il voit le but vers lequel conduisent ses voies? C'est là où c'est vraiment incroyable. Ça sera la suite. Merci de votre écoute. À bientôt.